Hamid Chachoua, vous êtes professeur d'université à l'université Grenoble-Alpes, une des plus reconnues dans le domaine de la e-éducation. Est-ce que vous pouvez commencer par nous retracer brièvement votre parcours? Oui, bonjour. Mon parcours commence par d'abord des enseignements universitaires en mathématiques, donc au niveau master. Ensuite, j'ai fait une thèse en didactique des mathématiques à Grenoble. Ensuite, un poste de maître de conférence en didactique des maths. Et après, j'ai rejoint une équipe qui travaille sur les environnements informatiques, d'abord sur Cabri Géomètre, et puis après A plus X. Et après, l'histoire a continué jusqu'à mon habilitation et ensuite poste de professeur des universités. Félicitations. Donc vous travaillez en didactique des mathématiques dans le cadre d'environnement informatique. Pouvez-vous nous présenter les thèmes que vous voyez comme prioritaires dans le futur proche? Ah, dans le futur proche, pour moi ou pour la... Pour vos compétences, Vos compétences. Dans le domaine. D'accord. Alors, les thèmes que je considère comme étant prioritaires, pour moi, c'est de disposer des modèles didactiques qui soient calculables pour produire différents services pour des environnements informatiques. Et c'est vraiment une des priorités d'avoir des modèles stables qui prennent en compte tous les travaux, les résultats qu'on a obtenus actuellement en didactique et surtout de prendre en compte toutes les contraintes informatiques. Et c'est ce modèle-là sur lequel je suis en train de travailler, je considère comme étant prioritaire. Oui, ça me paraît aussi effectivement très important. J'ai aussi travaillé avec des profs de didactique ici en région parisienne. Et ce que je constate, c'est qu'on parle beaucoup d'adaptive learning, mais en fait, on n'a pas beaucoup, les enseignants n'ont pas beaucoup d'expertise de remédiation. Non seulement il faut diagnostiquer les compétences et les connaissances de l'apprenant, mais en plus il faut une expertise de remédiation qui soit bien formulée pour faire de l'adaptive learning. Alors est-ce que dans votre modèle, vous avez cette expertise de remédiation? Alors, un préalable, c'est que la plupart des travaux sur les environnements informatiques autour de l'apprenant, effectivement, ont considéré la prise en compte de l'apprenant comme une dimension importante d'un point de vue épistémique, et ça, je suis d'accord. Mais pour moi, ce point de vue il est insuffisant parce qu'on ne regarde pas l'apprenant comme un sujet d'une institution, qui est, elle, celle qui définit les enjeux d'apprentissage de l'enseignement, et celle qui évolue. Exact. Et c'est là où on a vraiment un vrai défi devant nous, et que pour le moment, les différentes recherches, on met de côté comme si c'était l'institution transparente, allant de soi, et que l'élève apprenant est pratiquement le même. Elle impose un contexte, des contraintes, des conditions qui changent d'un lieu à un autre à un moment donné, et dans le même lieu, dans le temps. Et donc ça, vous voulez l'intégrer dans votre modèle? Exactement, c'est la dimension institutionnelle, ce qui augmente la difficulté de la modélisation, bien entendu, d'une part, et d'autre part, ça rend un ensemble d'éléments de service avec une dimension de relativité qui prend en compte non seulement l'apprenant, mais aussi l'environnement autour, et en particulier celui de l'institution, qu'il faut d'abord la modéliser en amont. Et ça, c'est un des points importants que j'essaie de prendre dans mon modèle, que n'avait pas. Vous travaillez dans le cadre d'environnement informatique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais si j'ai bien compris, pas spécialement de serious games. Non. Vous n'avez pas eu l'occasion Non, je n'ai pas eu l'occasion, effectivement. Je travaillais beaucoup effectivement, sur les micromondes. C'était le début de mes travaux. Et actuellement, dans notre équipe, il y avait des personnes qui s'intéressaient au serious game, mais je n'ai pas eu l'occasion de travailler avec eux. Parce que peut-être que les micromondes, on pourrait les plonger avec une métaphore pour faire un serious game. Justement, nous, on travaille sur des environnements où, finalement, pour avancer dans le jeu, il faut utiliser les compétences du domaine. Donc, typiquement, un micro-monde. Ah, absolument. Mais dans tous les cas, je pense que le modèle sur lequel je travaille peut être utilisé pour ce type d'environnement. Pourquoi? Parce que moi, j'essaie de le faire avec une certaine généricité à deux niveaux. Première généricité, c'est par rapport au domaine disciplinaire. C'est-à-dire, moi, je ne veux pas que le modèle soit spécifique d'un domaine disciplinaire par rapport à son épistémologie. Deuxième niveau, c'est générique par rapport à la dimension institutionnelle. Ça veut dire qu'on peut modéliser différents types d'institutions. Et troisième niveau de généricité, c'est par rapport au type d'environnement informatique avec des différentes variétés. Et c'est là où on a une difficulté, puisque ça, c'est un niveau plus haut. Et après, lorsqu'on va descendre plus bas, on va avoir des spécificités à chaque élément. C'est-à-dire aussi bien du côté discipline,
des spécificités du côté de l'institution et après des spécificités au niveau de type d'environnement. Si on est dans des environnements de serious game, effectivement, il va y avoir des spécificités parce que les enjeux d'apprentissage et les hypothèses d'apprentissage qu'il y a derrière ne sont pas les mêmes. Et c'est là où il faudrait que le modèle, à un moment donné, puisse intégrer ces hypothèses dans la conception. Donc ça, c'est effectivement ce que je peux dire. Mais je n'ai pas eu l'occasion de travailler dessus spécifiquement. Vous avez en fait déjà un peu répondu à ma prochaine question, qui est sur les principales difficultés à mettre en œuvre dans le programme de recherche que vous suivez. Mais est-ce que vous pouvez en dire un petit mot de plus sur les aspects disciplinaires et pluridisciplinaires dans le contexte de la e-éducation? Oui. Comment se passe dans votre labo, dans votre équipe, ces aspects pluridisciplinaires? Alors, je peux d'abord de mon expérience personnelle, lorsque je commençais à travailler sur une thématique de recherche avec des informaticiens, dans un premier temps, donc il a fallu beaucoup de temps pour qu'on puisse construire une certaine culture. Culture, c'est que chacun puisse comprendre l'autre. Ce qu'on peut mettre maintenant derrière la thématique EIH, mais moi qui viens d'un domaine des maths et de la didactique des maths, avoir des notions informatiques, d'accord, mais comprendre tous les enjeux, les difficultés et les contraintes du côté informatique, c'est pas simple. Et de l'autre côté aussi, et comprendre que l'un n'est pas prestataire de service de l'autre. Et le fait de voir ça, de comprendre, eh ben pour moi, c'était le pas le plus important. Et donc, il fallait co-construire les choses, et ce n'est pas une juxtaposition de deux domaines, et c'est la co-construction. Et cette co-construction va prendre du temps. Trouver d'abord des objets communs, sur lesquels on va élaborer des questions qui ont un sens dans les deux domaines, et sur lesquels on va avancer. C'est comme ça qu'on peut co-construire les choses ensemble. Et ça a mis du temps dans ma carrière, donc 4 ans. Maintenant, je pense, au niveau de l'équipe de Grenoble, on a une chance d'avoir une équipe qui a réussi à construire cette culture dans laquelle on aborde différentes thématiques, pas seulement en didactique des maths, mais aussi dans d'autres disciplines scientifiques. Très bien. Donc pour conclure, en France et aussi partout dans le monde, on voit encore de fortes réticences d'une certaine partie de la société à souhaiter l'adoption du numérique dans l'enseignement, et même au-delà, puisque les modèles économiques sont en train de bouger. Comment voyez-vous l'évolution des rapports entre la société et l'éducation, avec quelle place pour le numérique? C'est une question, je pense, très importante. Je ne pense pas qu'on puisse avoir une réponse, mais on peut avoir des pistes. Moi, je crois beaucoup au rôle de l'enseignant. Parce que bien sûr, on peut développer des outils qui peuvent être très performants, produisant des services du côté de l'élève, qui s'adaptent à l'apprenant, bien sûr, c'est important. Mais tant que l'enseignant n'a pas été convaincu et formé, mais plus que cela, il faudrait qu'on puisse produire des services pour un enseignant, mais dans ces services-là, ce n'est pas juste lui donner des choses clés en main, mais qu'il soit partie prenante. Autrement dit, moi je crois de plus en plus à des environnements dans lesquels ils vont accompagner un enseignant, je parle souvent accompagner, ce n'est pas produire des services, ils vont accompagner l'enseignant dans ses différentes tâches. Donc, et lui montrer qu'avec une certaine culture, un rapport avec le numérique, que c'est pas un environnement qui vient tout simplement faire un travail à sa place, mais qui vient l'assister dans des tâches que lui il est capable de les faire. Et ça change un peu notre rapport au numérique. C'est un complément. Voilà, c'est un complément, mais dans lequel que l'enseignant il a des compétences. C'est un plus par rapport à l'accès à l'information à un temps relativement rapide, à gérer des choses que lui il n'a pas le temps de le faire, à différencier à tous les éléments des valeurs auxquelles lui il croit, mais il ne peut pas le faire par rapport aux contraintes de l'enseignement. Vous avez raison, vous avez évoqué la formation des enseignants, je pense que c'est un élément essentiel. Nous, ici à Paris, on a un master effectivement dans lequel on a des enseignants de collège et de lycée qui viennent. Et à Grenoble, vous avez aussi un master en e-éducation qui tourne? Alors, on avait un master en didactique et environnement informatique d'apprentissage humain qui a fonctionné pendant un certain nombre d'années, mais malheureusement, on a eu très peu de candidats qui viennent du côté formation en informatique. Et ça, c'était vraiment un vrai problème. Et ce master, du fait, et c'est orienté par manque de ce type d'enseigner à l'ESP.
Moi, j'enseigne à l'ESP. Oui, et dans le cadre de l'ESP, Alors, la mention PIF Ah oui, alors PIF, oui, ça on a introduit dans PIF, donc didactique et environnement informatique. Et là, on a de plus en plus des enseignants en formation continue qui viennent nous voir. Et actuellement, on a introduit dans l'enseignement des professeurs des écoles la pensée informatique. Des cours sur la pensée informatique, pourquoi? Et bien justement, c'est pour travailler avec des professeurs qui, a priori, la plupart, 3/4, n'ont pas une formation scientifique. Et à partir de là, ils ont peur de tout ce qui touche la science, maths, l'informatique, etc. Et le fait de travailler avec la pensée informatique à travers, au niveau de primaire, c'est de banaliser, de leur dire on n'a pas besoin d'être un informaticien pour introduire le numérique et voir l'informatique, la programmation, l'algorithmique, etc. Et donc, et là, c'est quelque chose qu'on a commencé cette année et ça a porté des fruits, puisque maintenant on a toute une promotion qui a démarré avec cette idée-là de la pensée informatique. Et ça, c'est important. La façon dont les professeurs vont transmettre aux élèves de l'école primaire le travail sur le numérique et quelle doit être, surtout réfléchir, sa place à l'école. Merci beaucoup. Je vous en prie. Très intéressant. Merci beaucoup. Merci, je vous en prie.